Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com, le journal des Français à l'étranger, votre quotidien en ligne. Je suis Hervé Hérault, le dirigeant et le fondateur de ce journal. Je suis ravi de vous retrouver. Vous êtes extrêmement nombreux aujourd'hui à vous être inscrits pour assister à ce webinaire en ligne et en live sur la thématique expatriation. Quelles conséquences sur votre fiscalité? Nous allons dans un instant pouvoir échanger avec Catherine Renaud, maître Catherine Renaud, qui est avocate fiscaliste basée à Aix-en-Provence, aujourd'hui à Paris, avocate associée au cabinet AGN Avocat Paris, et maître Emma Farah-de-Matos, avocate au barreau de Paris, avocate associée au cabinet AGN Avocat Paris également. Donc nos deux experts sont là pour répondre sur la thématique de la fiscalité et de la succession dans les cas d'expatriation. Donc c'est le moment pour vous de poser toutes vos questions. Donc, on a un petit onglet questions en bas à droite. Je vois que Jean-Pierre est peut-être un habitué de nos webinaires, mais il a déjà posé une question. Jean-Pierre, il est en Suède du Nord. Ah non, la France, c'est la oh, il est en Suède du Nord, je ne sais pas où. Mais enfin, en tous les cas, voilà, vous avez le petit onglet questions en bas à droite. Donc, mettez-nous un petit coucou, un petit bonjour. Vous voyez, je vais faire ça maintenant. Bonjour à tous. Hop, posez, voilà. Donc, dites-nous où vous êtes. Voilà, Alexandra, elle est en France. Est-ce qu'il y en a qui sont… Johan, il est dans le Maryland. Il a dû se lever tôt. Johan, est-ce que vous êtes en Asie? C'est la fin de journée. Est-ce que vous êtes en Europe, en Afrique, aux États-Unis? Donc, faites-nous un petit signe. Gérard est au Portugal. Voilà. Et puis, surtout, évidemment, dans quelques instants, posez, bien entendu, toutes vos questions à nos deux expertes, à nos deux avocates qui sont là pour ça. Je vous rappelle également que ce webinaire sera disponible quelques instants après la fin du webinaire. Vous recevrez sur votre email un lien avec le replay du webinaire. Donc, si vous ne pouvez pas assister à tout, pas de souci. Posez vite vos questions, mais vous pourrez voir la fin en cliquant sur le lien du replay. Et vous pouvez également le faire connaître évidemment à vos amis, connaissances qui n'auraient pas eu l'opportunité d'assister en direct au webinaire, donc il ne sera pas trop tard. Et puis, bien entendu, il y aura également un article dans le Petit Journal dans les prochains jours sur cette thématique avec la vidéo MBD. Donc, n'hésitez pas évidemment à le faire connaître. Allez, je vais passer la parole tout d'abord à maître Catherine Renaud. Catherine, juste pour vous présenter en quelques mots, puis également Emma Farah-de-Matos pour vous présenter en quelques mots et nous dire pourquoi finalement vous intervenez aujourd'hui sur ce sujet. Alors, bonjour à tous. Catherine Renaud, je suis avocat fiscaliste depuis toujours. Et j'ai vécu à l'étranger en tant qu'expatriée entre 2010 et 2017, principalement à Dubaï pendant 7 ans, 6 ans et 1 année à Londres. Et à mon retour en France en 2017, j'ai choisi d'orienter mon activité vers le conseil fiscal aux expatriés, tout simplement parce que ça me permet de rester en lien avec cette belle expérience qu'est l'expatriation. Aujourd'hui, je suis j'exerce entre Aix-en-Provence et Paris, et ma clientèle est principalement constituée de Français expatriés à l'étranger, mais également d'étrangers qui rencontrent des questions, qui ont des problématiques de droit fiscal français. Très bien. Emma, je vous laisse vous présenter également en quelques mots. Alors, Emna Farah-de-Matos, avocat également au barreau de Paris. J'exerce principalement en droit patrimonial de la famille et également en fiscalité des personnes physiques. Le cœur de mon activité est aujourd'hui tourné vers les successions et une grande partie de ma clientèle est à l'étranger ou a, et vous le verrez tout à l'heure, des intérêts à l'étranger, ce qui fait qu'aujourd'hui, les successions internationales occupent une grande partie de l'activité du pôle succession d'AGN Avocat qui compose aujourd'hui une douzaine d'avocats. Voilà. Très bien, parfait. Votre spécialité, la succession à l'international, on a beaucoup, la plupart évidemment de nos internautes aujourd'hui sont, comme les lecteurs du petit journal.com, basés à l'étranger. J'ai Bernard qui est en Thaïlande, Annie qui est à Hong Kong, Muriel en Corse, c'est pas l'étranger, c'est une île. C'est Jean-François qui est au Brésil, Patrick à Budapest, Norma, Jean-Pierre qui est à Osterlund. Voilà, c'est ça. Jean-Pierre, il est bel et bien en Suède. Jacques qui est nouveau expatrié au Portugal. Bienvenue, Jacques. Élise qui est au Cambodge, Martine en Espagne. Bref, allez, il y a Dubaï aussi. On va pas faire tout le monde. On a Sainte-Lucie, ça fait un petit peu rêver quand même. Sainte-Lucie, j'imagine qu'il fait beau et que la mer est turquoise. On a aussi les premières questions. Donc, vous avez bien compris l'onglet questions. On va peut-être commencer juste par un petit point de contexte avec nos expertes et notamment Catherine.
qu'est-ce que c'est la résidence fiscale en général d'ailleurs pour un Français, mais évidemment pour un Français de l'étranger en particulier? La question de la résidence fiscale, elle est très importante parce que la résidence fiscale va déterminer l'étendue des obligations fiscales d'une personne en France. Si on est résident fiscal français, on doit déclarer tous ses revenus de source mondiale en France. Au contraire, si on est non résident fiscal français, on ne doit déclarer que les revenus de source française, c'est-à-dire typiquement des revenus fonciers ou des revenus de capitaux mobiliers. Donc, il est très important, à titre d'étape préalable, de déterminer si on est résident fiscal français ou pas. La question va se poser pour des Français de l'étranger lorsque, par exemple, une partie de la famille reste en France ou lorsque une personne résidant à l'étranger garde des activités économiques en France. À ce moment-là, on peut se trouver dans un conflit de résidence et alors même qu'on croit de bonne foi être non résident fiscal français, on peut se trouver face au risque que l'administration fiscale française ne soit pas du même avis et cherche à attirer en France l'entièreté des revenus qui sont perçus par un contribuable. Donc, c'est une question sur laquelle il est vraiment très important d'être au clair. Un petit peu de théorie peut-être, juste pour vous expliquer comment on détermine la résidence fiscale. Il y a deux niveaux d'analyse. Le premier niveau d'analyse, c'est le droit fiscal français. Le droit fiscal français se réfère à la notion de domicile fiscal et c'est l'article 4B du CGI qui pose 4 critères qui sont analysés de manière alternative, c'est-à-dire qu'il suffit qu'un seul des critères soit rempli pour que la personne soit domiciliée fiscalement en France. Donc, je vous les cite. Le premier critère, c'est le foyer ou le lieu de séjour principal, sachant que donc le foyer, qu'est-ce que c'est qu'un foyer dans le cadre de familles avec des enfants mineurs, c'est assez facile à déterminer parce que c'est le centre des intérêts familiaux, donc c'est le lieu où la personne va vivre avec les enfants. Pour un célibataire sans enfant, c'est un peu plus difficile à déterminer et à ce moment-là, l'administration va rechercher le centre de la vie personnelle. Donc, le centre de la vie personnelle, comme le foyer, ce sont des critères qui vont être analysés par l'administration et éventuellement par les cours françaises sur la base d'une multitude de critères factuels. Et donc, ça peut être la consommation d'électricité, le fait d'être inscrit sur des sites électoraux. Donc, une analyse de résidence fiscale sur ces critères, c'est vraiment quelque chose qui nécessite une analyse précise des faits. Le deuxième élément de ce premier critère, c'est le lieu de séjour principal. Donc, c'est la règle des 183 jours et je suis sûre que tous les internautes sont familiers de cette règle-là. Une information que je voulais apporter à votre connaissance, c'est une précision importante, je pense, c'est que l'administration ne peut regarder le lieu de séjour principal que lorsque le lieu du foyer ne peut pas être déterminé avec certitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il peut être établi de manière claire qu'un contribuable a son foyer à l'étranger, le simple fait de passer plus de 183 jours en France n'entraîne pas une domiciliation fiscale en France de facto. Et ça, je pense que c'est une précision importante. Je vous cite simplement les autres critères parce que je ne veux pas vous noyer de techniques. Le deuxième critère, c'est une activité professionnelle principale en France, c'est-à-dire que si votre activité professionnelle principale est en France, vous êtes domicilié en France au regard du droit fiscal français. Troisième critère, le centre des intérêts économiques. Ça, c'est quoi? C'est si vous tirez la majeure partie de vos revenus de France, à ce moment-là, vous êtes également domicilié en France. Et le dernier critère, c'est agent de l'État. Un agent de l'État qui vit à l'étranger et qui n'est pas soumis à un impôt personnel à l'étranger sera également domicilié en France. Ça, c'est le premier critère, ça, c'est le premier niveau d'analyse, si vous voulez. Et
dans le cas de personnes qui résident à l'étranger, on va entrer dans des questions potentielles de conflit de résidence. Et à ce moment-là, ce qu'il faut regarder, c'est s'il existe une convention fiscale entre la France et le pays de résidence. S'il existe une convention fiscale, à ce moment-là, les critères posés par la convention fiscale sont prédominants par rapport au droit fiscal français. On va regarder les critères de la convention. Rapidement, les 4 critères qui sont fixés par les conventions modèle OCDE, c'est les plus courants. Le foyer d'habitation permanent, c'est-à-dire que vous êtes résident fiscal du lieu où vous avez un foyer d'habitation permanent, c'est-à-dire une habitation qui est utilisée permanent, ça veut dire qui est mis à votre disposition et utilisé pendant plus d'1 an. Si vous avez des foyers d'habitation permanents dans 2 pays ou dans aucun pays, à ce moment-là, on regarde le centre des intérêts vitaux. Donc, le centre des intérêts vitaux, ça se rapproche de la notion du centre de la vie familiale ou du centre de la vie personnelle. Et ça se détermine, ça s'apprécie par tout moyen. Et vraiment, c'est une analyse des faits que conduit l'administration. 3e critère, le lieu de séjour habituel. Donc, ce n'est pas la règle des 183 jours, c'est vraiment le lieu où vous êtes le plus souvent. Et le dernier critère, vous êtes résident fiscal. Si aucun des critères précédents n'a pu permettre de déterminer avec précision et certitude la résidence d'un contribuable, on va regarder la nationalité. Voilà. Parfait. Ben, merci Catherine pour un peu de théorie pour commencer. Voilà. Théorie. Ben, justement, on va rentrer dans le pratique parce qu'on a déjà plusieurs questions. Alors, il y a une partie des réponses que vous avez déjà données, mais je pense que c'est important de répondre assez directement à nos internautes. Chantal demande comment compter le nombre de jours en France alors qu'on ne présente pas de passeport en passant de France à un autre pays de l'UE? Alors, c'est le contribuable qui supporte la charge de la preuve, c'est-à-dire que si l'administration vient questionner la résidence, vient considérer ou vient vous demander de démontrer que vous n'êtes pas résident fiscal français, il vous appartient d'être en mesure de démontrer que vous avez passé plus de 183 jours à l'étranger. Et donc, il faut conserver tous les moyens de preuve qui vous permettent de démontrer que vous avez été en France moins de 183 jours par an. C'est-à-dire, par exemple, les billets de train, Voilà, il faut garder les originaux. Et c'est pour ça que, je vais directement peut-être à la conclusion du séminaire, mais quand on se pose la question de comment penser à la fiscalité française quand on est… quels sont les points de vigilance? Je pense qu'il faut se préparer à toute question. Il faut se préparer aux questions de l'administration fiscale qui peuvent arriver et notamment avoir des éléments de preuve en amont comme constituer un dossier en amont qui vous permet de démontrer en cas de question que le centre de votre vie personnelle, le centre de votre vie familiale, tout ça est à l'étranger. Allez, on a une question de Gérard qui demande concernant le Portugal, est-il possible d'y résider sans demander le statut de résident non habituel? Et dans ce cas, continue-t-on de payer ses impôts en France? Alors peut-être par rapport au statut de résident non habituel. Alors, ça va être un point, là je ne suis pas en mesure de vous répondre parce que c'est un point de fiscalité portugaise. Et moi, même si j'interviens sur des questions internationales, je ne peux me prononcer en tant que fiscaliste française que sur du droit fiscal français. Ce que je peux vous dire sur ce type de schéma, donc de personnes qui s'expatrient, c'est souvent des personnes qui bénéficient déjà des pensions de retraite. Il faut faire attention parce que même si vous vous domiciliez avec votre famille au Portugal, si vous passez plus de 183 jours au Portugal, si le centre de vos intérêts économiques reste la France, c'est-à-dire si la majeure partie, si vos revenus sont dérivés de sources françaises, si vous ne percevez que des pensions de sources françaises, à ce moment-là, au regard du droit fiscal français, vous restez résident fiscal français, domicilié en France, et vous devez payer l'impôt en France.
Merci. On a une question de Coralie. On continue autour de la résidence fiscale, hein. Il y a 2-3 questions et après on passera peut-être à d'autres sujets, bien entendu. Coralie demande, est-il possible de conserver la résidence fiscale en France avec un CDI temps plein en France, mais une résidence à l'étranger supérieure à 6 mois par an? Alors j'imagine qu'elle fait du télétravail puisqu'elle elle a un temps plein avec un contrat en France, mais bon, peut-être qu'elle passe plus de la moitié de son temps sur une île avec son ordinateur. Et alors, l'analyse va se faire en 2 temps. Premier temps, droit fiscal français, on va regarder les critères alternatifs. Le fait d'avoir une activité professionnelle principale en France entraîne une domiciliation en France. Et deuxième critère, deuxième niveau d'analyse, il faut qu'on regarde la convention fiscale, s'il en existe une, entre la France et le pays de résidence de madame, pour voir s'il est possible de substituer à ce critère de l'activité professionnelle non accessoire, un autre critère comme le centre de la vie personnelle, le centre de la vie familiale. Donc, c'est vraiment une analyse qui doit se faire en 2 temps sur la base des éléments de fait de la personne et des dispositions de la convention fiscale applicable. Très bien, merci beaucoup Catherine. On a 2 questions de Valérie de Michel qui retrouvent un petit peu ce que vous aviez dit au départ, mais qui serait intéressant de revenir dessus. Valérie demande à partir de quand devenons-nous non-résidents? C'est-à-dire si mon mari, alors voilà, je vous donne son cas, son mari part travailler à l'étranger et qu'elle reste en France. Et on a Michel, c'est à peu près la même question, puisqu'il dit quelles conséquences sur la fiscalité du foyer pour un mari travaillant à Singapour sous contrat local, donc pas expatrié, sous contrat local, et l'épouse travaillant en France y résidant avec les enfants. Alors, c'est des questions intéressantes et je voudrais y répondre en répondant sur 2 points. Déjà, une des questions importantes, enfin, un des points importants à avoir en tête, c'est l'année du départ. L'année du départ doit s'analyser différemment, c'est-à-dire qu'on va séparer l'année en 2 et on ne va pas regarder les 183 jours, le centre des intérêts familiaux, tout ça. L'année du départ, vous êtes résident fiscal français jusqu'au jour où vous partez et vous devenez ensuite non-résident fiscal français une fois que vous avez transféré votre foyer, le centre de la vie familiale à l'étranger. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en pratique, en termes déclaratifs, en N+1, vous déposez 2 déclarations fiscales, une déclaration fiscale résident jusqu'au jour du départ et ensuite, le cas échéant, une déclaration fiscale non-résident pour le reste de l'année. Ensuite, pour ces questions de couple mixte, il y a encore deux leviers d'appréciation. Le premier niveau d'appréciation, c'est que le foyer, il est déterminé, enfin, donc la notion du foyer qu'on a vu en introduction, c'est effectivement, comme je vous disais, le centre des intérêts familiaux, et la jurisprudence a précisé que lorsque la femme et les enfants restent en France et que le mari voyage à l'étranger ou vit à l'étranger, mais revient de manière régulière en France, c'est-à-dire tous les week-ends ou même seulement pour ses vacances, à ce moment-là, le foyer reste en France et le foyer de toute la famille reste en France. Et donc, le foyer fiscal, enfin, les 2 contribuables doivent déclarer leurs revenus comme des résidents fiscaux français. Donc, pour vous répondre, le simple fait que monsieur travaille à l'étranger ne permet pas de s'exonérer en fait d'une résidence fiscale en France. D'accord. Après, pour compléter, pardon, mais juste, je voudrais déjà apporter la précision sur la notion de couple mixte. Couple mixte, c'est quoi? C'est lorsqu'au sein d'un foyer fiscal, un des conjoints est résident, l'autre est non résident. Oui. Et à ce moment-là, le principe en droit français, c'est que quand on est un foyer, il y a une obligation de déclaration commune, imposition commune. Et donc, un couple mixte qui dépose sa déclaration fiscale de manière commune, le résident sera imposable en France sur l'entièreté de ses revenus, le non-résident que sur ses revenus qui sont dérivés de ses revenus français, et le foyer entier garde le bénéfice du quotient familial. Il est possible, par exception, dans le cadre d'un couple mixte, de demander à une imposition séparée, mais cela est possible seulement pour les couples qui sont
mariés sous un régime de séparation de biens. Et il faut également avoir en tête que dans ces cas-là, on perd le bénéfice du quotient familial. Voilà. D'accord, très bien. Ok, bah, c'est très clair et effectivement, merci d'avoir précisé pour la notion de couple mixte. On ne parle pas de nationalité, on parle bien de… Oui, de conjoint qui va travailler à l'étranger, même loin, parce que ça, c'est des situations qu'on rencontre de plus en plus. Je voudrais d'ores et déjà apporter une précision parce qu'elle est importante. C'est qu'on peut spontanément, dans ce type de situation, vouloir que le mari, si c'est lui qui travaille à l'étranger et qui perçoit le revenu le plus important, vouloir que le conjoint devienne non résident fiscal parce qu'on se dit comme ça, on n'est pas soumis à l'impôt en France. Il faut faire attention parce que dans certaines conventions, et notamment la convention franco-dubaïote, il existe des mécanismes anti-abus. Et il peut être plus intéressant dans certaines situations alors même qu'un des conjoints travaille à Dubaï et est salarié à Dubaï, il peut être plus intéressant de se considérer résident fiscal français et de pouvoir bénéficier des dispositions de la convention fiscale franco-dubaïote qui prévoit des mécanismes de crédit d'impôt qui sont plutôt efficaces parce que si on se considère non résident fiscal français, si on se considère résident fiscal dubaïote, mais qu'au regard du droit français, on peut quand même être considéré comme domicilié en France. Dans la convention franco-dubaïote, il y a un mécanisme anti-abus qui vous prive du bénéfice des dispositions de la convention fiscale. Donc en fait, c'est vraiment une analyse qui doit être menée sur les éléments factuels de chaque famille et sur les dispositions spécifiques de chaque convention fiscale. Très bien, merci Catherine. Allez, les internautes, continuez à poser vos questions. Il y a beaucoup de questions et n'oubliez pas qu'on a également maître Emma Farah-Matos sur les questions de succession. On va en parler bien entendu très rapidement. J'ai encore deux petites questions là sur les questions de fiscalité. Muriel demande, elle envisage une expatriation en Grèce. La convention a été signée mais non ratifiée. Est-elle cependant valable et opposable pour le fisc français? Non. Non, d'accord, voilà, la réponse est claire et rapide. Pierre est en Allemagne, il est résident fiscal en Allemagne et il met à louer, je comprends qu'il est propriétaire, un appartement en France. Selon l'administration fiscale, je ne peux pas faire de déficit foncier en déclarant mes intérêts et en déclarant d'autres frais, n'étant pas résident fiscal français. Est-ce bien le cas? Alors, les non-résidents qui perçoivent des revenus français sont effectivement soumis à une imposition minimum au taux c'est des taux fixes, 20% ou 30% au-dessus d'un certain plafond. Donc, effectivement, quand on est non-résident, on ne bénéficie pas de tous les avantages qui peut exister pour les résidents fiscaux français. D'accord. Question de Cécile qui dit « Mes parents ont vendu leur résidence en France et ils habitent à présent en Espagne. S'ils touchent une retraite française, doivent-ils tout déclarer en Espagne ?» Alors, à nouveau, ça va vraiment dépendre des dispositions de la convention franco-espagnole. Au regard du droit français, s'ils touchent des pensions de retraite, de source française, il est possible qu'ils soient encore résidents fiscaux français. Et si ce n'est pas le cas, pour les plus-values immobilières, elles sont généralement taxables au lieu de situation du bien. Donc, la France, avec une application, avec un impôt spécifique au taux de 19%, plus les prélèvements sociaux 17,2%. Donc là, il faudrait vraiment regarder. Bon, pour ce qui est de la question de l'application de la convention franco-espagnole dans ce cas, il faudrait vraiment regarder le cas particulier. Très bien. On a une question d'Éric qui, lui, perçoit une retraite française et qui est résident en Thaïlande. Et il demande où est-ce qu'il doit faire sa déclaration. Alors, de la même manière, centre des intérêts économiques en France, a priori, domiciliation en France. Il faudrait regarder les dispositions particulières de la convention franco-thaïlandaise. Je vous avoue que je n'ai pas en tête le fait de savoir si c'est une convention modèle OCDE ou modèle ONU. Donc,
il faut regarder, et puis il faut regarder les éléments de fait de ce monsieur. Voilà, est-ce qu'il est marié, il a des enfants, enfin il y a tout. Il faut regarder toute la situation de la personne pour préparer en amont un dossier qui vise à démontrer, parce que dans ces cas-là, on travaille en fait, on cherche à démontrer, à préparer, oui, en amont un dossier qui vise à démontrer la résidence fiscale de notre client à l'étranger. Très bien, vous avez répondu par la même occasion. Jean-François, qui est exactement dans la même situation au Brésil, il est retraité, il vit au Brésil et du coup, il se demande où est-ce qu'il doit déclarer ses impôts. C'est clair, et il faut bien se renseigner par rapport à la convention fiscale et du coup, prendre contact avec vous. Yves, lui, a une activité professionnelle en Chine, mais il a des revenus locatifs en France. Donc, du coup, où doit-il déclarer ses revenus locatifs? C'est un peu la même question qu'on a vue avant pour la personne. Voilà, alors, les revenus locatifs, à minima, doivent être déclarés en France, c'est-à-dire doit déposer une déclaration fiscale non résident dans laquelle il déclare ses revenus locatifs. Il va payer de l'impôt là-dessus en France, taux de 20 ou 30%. Est-ce que ces revenus locatifs doivent être également déclarés en Chine? Ça, c'est une question de fiscalité chinoise et à laquelle je ne peux pas répondre. Il faut consulter un fiscaliste chinois. Voilà. Très bien, parfait. Allez, les internautes, continuez de poser vos questions là avec le petit onglet questions. Je vous rappelle que ce webinaire sera disponible quelques instants après la fin du webinaire en replay. Donc, si vous avez raté le début, vous n'avez rien raté. Vous pourrez le revoir. Et puis, si vous voulez le faire connaître évidemment à vos contacts et vos amis, bien entendu, il ne sera pas trop tard. Je voudrais qu'on aborde également, et on a des questions qui viennent d'arriver là sur le sujet, avec, je vous ai appelé Emma depuis le début, alors que c'est Emna, pardon, hein, Emna. Donc, sur la question des successions, est-ce que peut-être on peut donner un petit peu, comme on l'avait fait avec Catherine, le cadre de ce que c'est une succession à l'international? Alors déjà, donc une succession, c'est un héritage, d'accord? C'est le nom qu'on donne à l'ensemble des biens, des droits et des actions dont on dispose, qui appartenaient à une personne qui est décédée et avec laquelle, la plupart du temps, on a ou un lien de filial ou marital, ou alors des fois simplement un lien amical et parfois même d'autres. Alors, on est en succession internationale dès lors qu'on a un élément d'extranéité. Un élément d'extranéité, ça peut être on ne vit pas dans le pays dont on a la nationalité, ou alors on hérite d'un patrimoine qui n'est pas dans le bien dans lequel nous vivons, ou alors nous vivons dans un pays qui n'est ni celui dans lequel on a des biens, ni celui dans lequel dont on a la nationalité. Et en fait, la question des successions internationales, elle doit être abordée avec anticipation. Lorsque vous envisagez, par exemple, de vous expatrier ou si vous disposez de biens dans plusieurs pays, parce qu'à la question classique de l'imbrication des fiscalités entre elles, s'ajoute quand même celle de règlement des conflits civils qui peuvent naître, et par exemple pour savoir quelle est la loi applicable à ma succession. Sur ce point-là, quelle est la loi applicable à ma succession? La loi applicable, c'est la loi en principe en l'absence de testament, désignant par exemple la loi nationale, c'est la loi de dernière résidence habituelle du défunt, donc du futur défunt. C'est en tout cas un règlement européen qui s'applique pour la France et pour la plupart des pays européens, mais qui a également vocation à régir les successions internationales qui ne relèvent pas d'un pays européen. Je m'explique. Je décède à Dubaï, j'ai des biens en France. En France, on considère que c'est le règlement européen qui s'applique. Quelle est la loi applicable? C'est la loi du dernier domicile du défunt, donc c'est la loi de Dubaï. Donc vous comprenez que quand on est expatrié et qu'on a des biens un peu partout, peut-être dans le monde, voire en tout cas une partie de nos biens en France, on n'a pas nécessairement envie, sans anticipation, de se retrouver confronté à une législation qui peut être extrêmement différente de celle qu'on a l'habitude, en tout cas culturellement, ou qu'on a l'habitude d'avoir. Et la question de la planification d'une succession internationale, elle va vraiment toucher à cela, à la question de quelle est la loi qui va s'appliquer, et en découle en fait quelles sont les personnes qui ont vocation à hériter. Donc, en fonction des pays, ce ne sont pas les mêmes personnes qui ont vocation à hériter. Il y a des pays qui donnent beaucoup de droits aux conjoints survivants, d'autres beaucoup moins.
Certains pays, notamment les pays anglo-saxons, considèrent que le futur défunt fait ce qu'il veut. On connaît bien les affaires Johnny, on connaît certaines actualités qui ont défrayé, certaines histoires qui ont défrayé l'actualité, alors qu'en France, on a cette notion de réserve héréditaire, quote-part incompressible, qui est dévolue à chaque enfant. Cette notion-là n'existe pas dans tous les pays. Et quand on voit le nombre d'expatriés français, on se rend compte également de la multiplicité des lois qui peuvent avoir vocation à s'appliquer en l'absence de planification. Donc la loi qui s'applique, c'est la loi du dernier domicile du défunt, à défaut de testament. Et le testament, depuis donc 2016, on a la possibilité d'opter pour la loi de sa nationalité où qu'on soit dans le monde. D'accord? Donc en disant voilà. Et le principe également, celui de l'unicité de la loi successorale, c'est une loi qui s'applique pour tous les biens. Avant, on pouvait avoir plusieurs lois qui s'appliquent en fonction notamment des situations des immeubles. On connaît des gens qui ont un bien immobilier au Portugal, un autre au Maroc et ils vivent en France. Et ben avant, on avait le Portugal pour le bien immobilier au Portugal, le Maroc pour le bien immobilier au Maroc. Et vous comprenez que tout ça, ça complexifie en tout cas, la capacité d'anticipation des uns et des autres, et on peut se retrouver confronté à de très, très mauvaises surprises. Ça, c'est la loi applicable. Et bien sûr, la question qui nous occupe une fois qu'on sait qui va hériter, c'est combien ça va coûter. Alors, à la question combien ça va coûter, la France a signé des conventions internationales avec beaucoup de pays qui, la plupart du temps, disent toi, tu vas taxer ça et moi, je vais taxer cela. Voilà. Donc, les conventions internationales permettent d'harmoniser un peu la question et de planifier également lorsqu'on vit dans un pays pour savoir combien on va payer et où. En l'absence de convention internationale, en France, et c'est le critère de résidence qu'expliquait Catherine tout à l'heure qui a vocation à s'appliquer, on est résident en France si on y passe la plupart partie de son temps ou si on a ses foyers vitaux ou si on a un certain nombre d'intérêts. Dans ce cas-là, la France a dit je taxe tout, absolument tout. Et après, si vous avez payé des impôts dans un autre pays, eh bien, je viendrai les déduire de ce que moi, j'ai taxé. Sauf que vous vous en rendez bien compte, les taux d'imposition en France peuvent être extrêmement élevés. Et parfois, on a des pays qui ne taxent pas du tout le droit des successions. Je pense à nos amis suisses, je pense à nos amis au Portugal. Et dans ce cas-là, on se retrouve avec une succession taxée 100% en France, alors qu'on peut avoir l'essentiel des biens qui sont au Portugal. Bien Donc, sûr. C'est une question qui est quand même intéressante d'aborder. Et à chaque fois qu'on parle de succession internationale, on regarde, quelle est la loi applicable, et ensuite, 2, quelle est la fiscalité applicable, sachant que la fiscalité applicable n'est pas forcément celle de la loi applicable. Sinon, ça serait trop facile. Très bien. Bon, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut anticiper, si je comprends bien. Oui. Bon, allez, on a pas mal de questions aussi sur ce sujet, Na. Allez, on va démarrer avec une question de Régis. On va rentrer dans des cas un peu concrets, même si on a déjà abordé le Portugal. Alors lui, Régis, il est résident fiscal. Ils sont résidents en France, ils sont résidents français, mais ils ont une maison au Portugal. Alors, il dit qu'en est-il pour la succession en cas de décès? Alors, il y a une convention fiscale franco-portugaise qui, de mémoire, donne en fait un droit d'imposition exclusif au lieu du lieu de situation de l'immeuble. Donc, on va taxer au Portugal le bien immobilier portugais. Mais, il y a toujours un mais, sinon ça serait toujours trop simple, la France met en place un mécanisme qui permet de prendre en compte quand même ce bien dans, disons, l'assiette d'imposition globale pour le taxer un tout petit peu. Voilà. Donc, c'est un mécanisme dit de non-double imposition, mais on en récupère quand même un petit bout à la fin des fins. Donc, ce bien-là sera moins taxé que s'il était en France. Très bien. On a une question d'Alain. Alors, je suis désolé, les internautes, effectivement, je ne sais plus qui, mais Gérard m'a fait remarquer qu'il n'y avait pas votre nom qui s'affichait, Emna, parce que comme vous êtes les deux au même endroit, du coup, il n'y a que le nom de Catherine qui s'affiche. Je mettrai, de toute façon, tout à l'heure, je vais afficher les cartes de visite avec les contacts de nos deux expertes. Donc, voilà, pas de souci, vous aurez les noms et prénoms et évidemment le téléphone, le mail, enfin bref, tout pour pouvoir les rentrer en contact. Alain, qui est à Grenade en Espagne, à Granada, il dit: conseillez-vous d'anticiper les possibles conflits concernant la résidence fiscale ou la succession en interrogeant l'administration fiscale par rescrit? Alors, pas vraiment.
parce que l'administration fiscale, de mémoire, elle ne fait pas de consultation juridique et fiscale. Elle peut vous donner une orientation en vous disant allez voir la convention internationale, mais faire une analyse factuelle, c'est plutôt, je crois, le travail de l'avocat. Ce que vous pouvez faire dans le cadre d'un rescrit, c'est questionner l'administration fiscale sur une question qui se pose à un moment donné en disant que si le rescrit dit blanc, eh ben, je suis obligé d'aller blanc. Et si le rescrit dit noir, eh ben, je suis obligé de dire que c'est noir qui s'applique. Maintenant, de manière globale, je ne sais pas si vous avez envie de tout raconter immédiatement à l'administration fiscale avant même qu'elle vienne vous demander, vous poser des questions. Donc, peut-être garder cette petite cartouche pour les questions épineuses dont on n'arrive pas à trouver les solutions et qui n'ont d'ailleurs souvent peut-être pas été tranchées par l'administration fiscale elle-même. Très bien. On a une question de Lina, elle est citoyenne française et elle dit si j'hérite de biens immobiliers à l'étranger, le défunt étant étranger, que dois-je déclarer en France? J'imagine que c'est son conjoint, mais peut-être pas forcément. Alors, tout dépend s'il y a une convention fiscale ou non. S'il y a une convention fiscale, que vous êtes résidente en France et que la personne est décédée à l'étranger et que l'intégralité de ses biens sont à l'étranger, vous allez ou déclarer une partie des biens en France, ou alors peut-être, s'il y a une convention fiscale, ne rien déclarer du tout. S'il n'y a pas de convention fiscale, vous allez tout déclarer en France et vous allez être soumise en fait à l'imposition de l'intégralité du patrimoine avec une possibilité de crédit d'impôt sur les impôts payés à l'étranger. Très bien, c'est clair. Alors, la même Lina demande en fait s'il y a une différence entre les biens mobiliers et les biens immobiliers. Alors, la plupart du temps, dans les conventions type OCDE, on laisse l'imposition exclusive des biens immobiliers dans le pays du lieu de situation de l'immeuble. D'accord? Donc, j'ai un patrimoine immobilier à l'étranger. En France, généralement, on dit où c'est ce pays-là qui pourra taxer, ou alors la France dit je mets un crédit d'impôt égal au montant payé à l'étranger. La plupart du temps également, en France, on impose les biens mobiliers que le défunt détenait, même s'ils ne sont pas sur notre pays, même s'ils ne sont pas en France. Mais dans certaines conventions, les biens mobiliers sont imposables dans le pays de leur lieu de situation. Il y a en fait, en réalité, j'ai envie de vous dire presque autant de cas que de conventions. Oui, je comprends parfaitement. Allez, on reprend les questions des internautes. Il y en a aussi certaines qui concernent la fiscalité, Catherine. Alors, j'ai une question de Doris qui a créé une SASU immatriculée en France, mais elle habite à… c'est la fameuse qui habite à Sainte-Lucie, chanceuse. Elle habite à Sainte-Lucie toute l'année, mais elle a créé une SASU immatriculée en France. Quelle adresse mettre sur sa déclaration de revenus personnels en France et quelles conséquences fiscales? Alors, le fait d'avoir créé une société, elle a créé une personnalité qui est juridique et fiscale qui est différente d'elle-même. C'est-à-dire que la SASU va être imposable en tant que société française à l'impôt sur les sociétés en France. Donc, j'imagine que le siège est en France. Il faudra préparer des comptes français et déposer une liasse. Donc, vraiment, les bénéfices réalisés par la SASU seront imposables en France. Et elle, si elle est non résidente, au terme d'une analyse de résidence fiscale, à ce moment-là, elle ne sera pas à titre personnel imposable en France sur ses revenus. Il faudra simplement vérifier, parce que si le centre de ses intérêts économiques, en tant que dirigeante de cette SASU, si le centre des intérêts économiques est en France, à ce moment-là, ça entraîne une domiciliation fiscale en France et vérifier s'il existe une convention fiscale qui permet d'échapper à cette domiciliation en France sur la base, par exemple, du critère du foyer d'habitation permanent, si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent qu'à l'étranger. Allez, c'est très clair, une question de Michel, une question très pratique en fait. Il sera résident en Espagne dans le courant de l'année 2023. Il est retraité du privé et il dit dois-je faire une partie de la déclaration pour l'année 2023 en France et l'autre partie en Espagne? Comment ça se passe? C'est lié. Alors, il faut regarder les obligations fiscales en France et les obligations fiscales en Espagne. Moi, je ne peux vous répondre que pour les obligations fiscales en France.
Donc, en avril-mai 2024, il faudra déposer 2 déclarations. Une déclaration en tant que résident fiscal français dans laquelle on va inclure tous les revenus de source mondiale perçus entre le 1er janvier 2023 et le jour du départ. Et si monsieur continue de percevoir des revenus de source française comme des revenus fonciers en France, il faudra également déposer une déclaration non résident, donc qui portera sur la période entre le moment où il est parti de France et le 31 décembre 2023, et dans laquelle il déclarera uniquement ses revenus de source française. Très bien. Al nous demande, après l'expatriation, de retour en France, y a-t-il des modalités d'exonération ou est-ce que plus simplement, il y a des choses à prendre, des points à prendre en compte au moment du retour en France? Est-ce qu'il y a vous-même, Catherine, des mécanismes de faveur. En fait, il existe des mécanismes de faveur qui visent à favoriser le retour en France. Le premier, donc c'est le régime des impatriés. Il y a 2 aspects au régime des impatriés, impôt sur le revenu et IFI, impôt sur la fortune immobilière. Le régime des impatriés, impôt sur le revenu, il ne bénéficie qu'aux salariés et dirigeants sociaux ou mandataires sociaux qui sont en fait recrutés par une société française alors qu'ils étaient résidents fiscaux à l'étranger. À ce moment-là, l'administration permet pendant 8 ans d'être exonéré sur une fraction de la rémunération, soit qui correspond aux primes d'impatriation réelles qui sont mentionnées dans le contrat de travail, ou alors, sur option, il est possible de considérer que de manière forfaitaire, 30% de la rémunération correspond à une prime d'impatriation et est exonéré d'impôt. Donc 30% y inclut bonus. Donc ça peut être super intéressant. Pas mal de conditions à respecter pour bénéficier de ce régime. Une des conditions importantes, c'est que après déduction de ces 30% forfaitaires, la rémunération qui reste soumise à l'impôt en France doit être supérieure à un salaire de référence français qui est perçu pour des fonctions similaires dans des entreprises analogues. Donc, on doit rester quand même… Donc, véritablement, ça vise à n'exonérer d'impôts que ce qui est perçu pour rémunérer la personne de son retour en France. Donc, ça va durer pendant 8 ans. Et il y a un autre aspect au régime il y a un autre mécanisme de faveur, c'est en matière d'impôt sur la fortune immobilière. Donc l'impôt sur la fortune immobilière, quand on est non résident, donc quand on est résident français, l'impôt sur la fortune immobilière s'applique à tous les biens immobiliers, que ce soit situés en France ou à l'étranger. Quand on est non résident, on est redevable de l'IFI français que sur les biens immobiliers situés en France. Au moment du retour, les impatriés peuvent continuer d'exonérer d'IFI français leurs biens situés à l'étranger, et ce pendant 5 ans. Donc, il n'y a pas d'alignement entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune immobilière, mais en termes de charge d'impôt, ça peut faire c'est vraiment très incitatif. Ça fait une vraie différence. Ouais. Bien sûr. On a une question de Jean-Philippe qui concerne aussi l'immobilier, qui parle de l'exonération de la plus-value lors de la vente d'un bien français au moment du retour en France. Alors, qu'est-ce qui se passe justement à ce niveau-là? Parce que est-ce qu'on considère que c'est justement que la plus-value doit être taxée ou est-ce qu'au contraire, il y a une exonération? Alors, en droit français, pour partir du principe, les résidents fiscaux français bénéficient d'une exonération de la plus-value qui est réalisée au moment de la cession de leur résidence principale. Pour ce qui est des personnes qui résident à l'étranger, il existe un mécanisme quasi similaire, c'est-à-dire qu'au moment du départ de France, il est possible de bénéficier d'une exonération. Donc, ce n'est pas le retour en France, c'est au moment du départ de France. Vous pouvez bénéficier d'une exonération de la plus-value réalisée lors de la cession de votre résidence principale, à la condition que cette cession intervienne avant le 31 décembre de la 2e année qui suit celle du départ en France. Ah oui, donc, bon, c'est un régime qui
quasi similaire à celui des résidents fiscaux français, un tout petit peu plus restrictif en termes de délai, mais on considère que vous pouvez quand même être exonéré de cette plus-value si vous transférez votre résidence hors de France. Il faut que ce soit vers un pays de l'Union européenne ou un pays qui a signé avec la France une convention fiscale d'assistance administrative et de recouvrement des impôts. Il existe un deuxième mécanisme d'exonération de la plus-value. Donc, c'est une exonération qui est limitée à 150 000 euros et ça bénéficie aux ressortissants d'un État de l'espace économique européen qui cède un logement en France. Et il y a plusieurs conditions, notamment le fait que cette personne ait à un moment donné dans sa vie vécu 2 ans en France et que la cession intervienne avant la fin de la 10e année qui suit celle du départ en France, ou alors que la personne ait eu la libre disposition du bien immobilier depuis le 1er janvier de l'année de la cession. Voilà. Donc, dans un cas, c'est dans les 2 ans du départ, en gros, vous pouvez être exonéré d'impôt sur l'entièreté de la plus-value. Dans un deuxième cas, dans les 10 ans, vous ne bénéficiez d'une exonération qu'à hauteur de 150 000 euros. Très bien, c'est très clair. Merci beaucoup, Catherine. Une question de Frédéric qui demande, est-ce qu'une SCI créée en France, détenue par un résident fiscal étranger, peut bénéficier des avantages fiscaux français? Alors, la SCI, oui, en tant que la SCI, donc si c'est une société qui est soumise à l'IR, va effectivement pouvoir bénéficier des régimes fiscaux, va être soumise à l'impôt classiquement, et le non-résident en tant que membre, en tant qu'associé de la SCI, va lui être soumis à l'impôt en France sur les revenus qui sont générés par la SCI. Très bien. Donc le point, c'est que si vous êtes associé d'une SCI qui est transparente fiscalement, translucide fiscalement, à ce moment-là, vous devenez redevable vous-même de l'impôt en France en votre qualité d'associé de la SCI sur les revenus, sur les bénéfices réalisés par la SCI. Très bien. Merci pour la réponse pour Frédéric. Je pense que c'est très clair. Emna, j'ai une question concernant en fait les successions. Je voudrais savoir en fait quelles sont les déclarations qu'il faut effectuer dans le cadre d'une succession internationale et quelles sont les modalités en général ou en particulier. Alors, les déclarations qui sont à faire, elles sont des déclarations fiscales, d'accord? Oui. On a déjà un formulaire qui est un formulaire 2740 qu'on utilise pour faire les déclarations. Il y a 2 délais. On a 6 mois pour déclarer une succession lorsque la personne est décédée en France et on a 12 mois pour faire la déclaration donc à l'administration fiscale lorsqu'une personne est décédée à l'étranger. Lorsque une personne décède en France, on déclare au service de lieu de domicile du défunt. Et lorsque la personne décède à l'étranger, on déclare au service des non-résidents. La déclaration de succession, elle doit être accompagnée du paiement des droits. Et elle doit être aussi, lorsqu'une personne bénéficie de crédit d'impôt, accompagnée de la déclaration du pays, d'un autre pays qui peut être concerné, qui permet après de faire bénéficier un crédit d'impôt sur l'impôt payé en France. C'est toujours les mécanismes en fait de compensation qui permettent d'éviter les non-doubles impositions. Une question qui est récurrente, c'est est-ce que j'ai besoin d'un notaire? Oui. La réponse est non, pas à chaque fois. En fait, l'intervention d'un notaire n'est obligatoire qu'à partir du moment où on a un bien immobilier. D'accord? Donc, lorsqu'on est un héritier en France, qu'on hérite d'un certain nombre de choses dans un autre pays, s'il n'y a pas de bien immobilier, on n'est pas obligé de passer par un notaire. Idem, le cas le plus fréquent, c'est le cas de personnes qui héritent d'avoirs bancaires, de liquidités, de parts de société. On peut parfaitement, lorsque la succession est composée de ces biens-là, discuter directement avec un avocat fiscaliste pour être accompagné dans
dans le cadre de ces formalités qui sont bien évidemment obligatoires. J'ai oublié aussi peut-être ce point-là, sachant que sanctions, si on ne le fait pas, hein, malheureusement les sanctions sont très lourdes en France, on a un intérêt de retard de 0,2% du montant des impôts à payer par mois de retard, à compter donc du 7e mois ou à compter du 13e mois en fonction du lieu du domicile du défunt. Et à partir d'une année de retard, on a quand même une majoration de 10%. Ces questions-là, souvent, quand on est en contentieux successoral, on me dit, mais on n'est pas d'accord. Pour déposer la déclaration de succession, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il y a des mécanismes qui permettent quand même de se protéger, d'avoir in fine à donner la moitié de ce qu'on possède au fisc, juste en intérêt de retard et en pénalité. On peut payer des acomptes en disant, on n'est pas d'accord sur les montants, mais on va quand même payer un acompte pour dire qu'on veut payer les droits au bon moment et on a un contentieux qui est en cours. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Il y a aussi un autre mécanisme, souvent, notamment en France, hein, le conjoint survivant récupère l'usufruit de l'universalité de la succession. Les nus propriétaires, qui sont souvent les enfants, eux, ben, ils n'ont que des droits en nue propriété, ils peuvent avoir beaucoup de droits à payer. Il y a des mécanismes qui permettent de différer le règlement de la succession au deuxième décès. Il y a également des mécanismes qui permettent de demander un paiement fractionné et d'étaler un petit peu le paiement. Même si l'administration fiscale adore être payée comptant, c'est pas grave si de temps en temps, on utilise des mécanismes fiscaux pour décaler ou pour différer le règlement des droits. Et ça, c'est extrêmement important de le savoir. Très bien, merci. Une petite question, mais je pense que qui illustre bien vos propos et je dirais le fait qu'il faut vraiment anticiper et se renseigner. C'est Pascal qui dit « Je suis résident à Hong Kong et dans le cadre d'une succession en France que j'ai en cours, quelle est la convention fiscale applicable entre Hong Kong et la France et surtout, est-ce qu'elle est plus… il compare ça avec et dit il y a aussi une convention fiscale entre la France et la Chine, ou y en a-t-il une? Et dans ce cas-là, est-ce que c'est la convention fiscale avec la Chine ou la convention fiscale avec Hong Kong qui s'applique? Alors, je ne sais pas si vous avez la réponse ou si vous pouvez peut-être nous dire comment vous travaillez sur ce sujet, quoi. Je n'ai pas la réponse immédiate, mais toutefois, je pense qu'en fait, il y a quand même un certain nombre d'expatriés français qui vivent à Hong Kong et on a des relations économiques importantes avec Hong Kong. Donc, à mon avis, cette question a déjà été traitée et je pense qu'il y a des mécanismes qui existent pour régler ces questions-là. Dans l'absolu, s'il n'y a pas de mécanisme qui existe, on trouvera toujours, en regardant les règles de loi interne français, des mécanismes qui permettent de réduire l'imposition globale. La seule chose qu'il faut faire, à défaut d'avoir anticipé, c'est vraiment d'être accompagné sur ces questions-là parce qu'en réalité, l'administration fiscale récupère une déclaration. Si vous dites « je déclare tout », elle déclare tout. Si vous ne mettez pas la mention d'un crédit d'impôt, c'est un crédit d'impôt, vous n'allez pas pouvoir le récupérer. Donc, c'est quand même important en amont de pouvoir en tout cas connaître l'étendue de ses droits pour également être en mesure de s'en prévaloir au moment donné. Très bien, parfait. Allez, une question d'Odile. Les internautes, on va aborder vraiment les toutes dernières questions, hein, il reste qu'une petite dizaine de minutes avant la fin du webinaire. Donc, si vous avez une question, posez-la vite. Odile demande, elle rentre en France après 8 années passées au Portugal. Elle vend son bien immobilier au Portugal. Elle dit, pourrais-je réutiliser le montant de la plus-value sur cette vente pour racheter en France? Quelles en sont les conditions? Alors, j'imagine qu'elle veut parler sur le plan fiscal parce qu'après, l'argent qu'elle perçoit, elle peut bien en faire ce qu'elle veut. Oui. Donc, en termes financiers, il n'y a pas de limitation. Le droit fiscal ne va pas empêcher le transfert des capitaux d'un pays à l'autre. Il est probable, alors encore une fois, moi, je ne vais pas pouvoir me prononcer sur la fiscalité de la plus-value que vous avez dit au Portugal. Ça, je ne peux pas vous répondre, mais une fois qu'elle aura rempli ses obligations fiscales au Portugal en tant que résidente fiscale portugaise, qu'elle aura éventuellement, le cas échéant, payé l'impôt sur la plus-value là-bas, et ben cet argent, elle pourra effectivement le réemployer en France pour financer l'achat d'une nouvelle résidence principale. Mais il n'y a pas particulièrement de mécanisme fiscal qui soit impliqué dans l'opération. Très bien. Les deux petites questions avec des réponses rapides. Catherine, Olivier dit « Je rentre en France après 25 ans en Asie, il est sans emploi pour le moment. Faut-il se présenter au plus vite aux impôts pour se déclarer résident fiscal en France ?» Alors, oui, c'est la bonne pratique. Normalement, il faut informer
son centre des impôts du changement de domicile fiscal. Donc, s'il a déjà un compte impôt.gouv, il peut simplement envoyer un petit message via la messagerie sécurisée via le compte impôt.gouv. Sinon, un courrier à l'administration fiscale, au centre des impôts de son lieu de résidence. Et s'il ne fait rien, c'est pas grave non plus. Par contre, ce qui sera important de faire, c'est de déposer une déclaration fiscale le moment venu, donc en avril prochain, pour déclarer, même s'il est sans emploi aujourd'hui, même si on dépose une déclaration fiscale à zéro, de revenus perçus zéro, il faut déposer cette déclaration fiscale. Et alors aujourd'hui, la manière la plus usuelle de déposer sa déclaration fiscale, c'est d'utiliser le compte impôt.gouv. Mais l'année du retour, si on n'a pas de compte impôt.gouv, eh ben on dépose une déclaration papier accompagnée d'un petit courrier expliquant qu'on revient en France et qu'on est résident fiscal français depuis telle date. Très bien. Allez, une dernière petite question des internautes. Après, on fera un mot de conclusion. On a déjà répondu un peu, vous avez déjà répondu, Catherine, un peu à cette question, mais je vois qu'elle revient. Donc, c'est important. Chris demande s'il va percevoir sa retraite française en Roumanie. Où doit-il déclarer cette retraite? Alors, ça dépend de l'analyse de tous les éléments de fait de cette personne, mais comme on l'a évoqué, l'article 4B du Code général des impôts prévoit qu'une personne qui a sa source de revenus principale, le centre de ses intérêts économiques en France, est a priori domicilié fiscalement en France. Donc, premier niveau d'analyse, le droit français, là, il apparaît qu'au regard du droit français, il est domicilié en France. Il faut regarder la convention ensuite signée entre la France et la Roumanie et tous les éléments de fait de cette personne pour voir si on ne peut pas faire prédominer un critère comme le lieu d'habitation permanent en Roumanie exclusivement. Et si au terme de cette analyse-là, en 2 temps, on arrive à la conclusion qu'il est possible de se considérer comme non-résident fiscal français, à ce moment-là, il n'y a pas à déposer de déclaration. Il y a simplement à être prêt, au cas où l'administration fiscale vient avec des questions, à pouvoir démontrer cette position. Très bien, allez, merci à tous. On va avoir quelques mots de conclusion. Je vais partager également les contacts de Catherine et d'Emna. Voilà, donc le contact de Catherine. Après, j'afficherai celui d'Emna, ou je vais peut-être afficher celui d'Emna parce que je vais déjà vous poser une question. Emna, c'est juste, en fait, j'aurais aimé qu'en mot de conclusion, vous nous dites également vraiment quels sont les principaux conseils que vous pourriez donner à nos Français expatriés qui nous ont écoutés aujourd'hui pour se prémunir des conséquences fiscales de leur expatriation dans le cadre de succession internationale. Quels sont vraiment les points clés, les points de vigilance? Qu'est-ce qu'il faut faire? Anticiper, si j'ai bien compris? Oui, anticiper. La première question, c'est est-ce qu'on sait est-ce que chaque personne connaît sa résidence fiscale? Oui. Et dans ce cas-là, si c'est le cas, est-ce qu'elle accepte d'être un jour assujettie à la loi de sa résidence fiscale? Si ce n'est pas le cas, anticiper. Et l'une des options qui existent, c'est le testament. Il y a d'autres options qui permettent d'anticiper, notamment transmettre de son vivant. L'organisation successorale, la planification successorale sont des outils puissants, en fait, en termes de gestion de patrimoine pour accompagner notamment une clientèle expatriée vers la mise en place d'objectifs les plus précis par rapport à leurs souhaits. Et ce sont des souhaits qui sont quand même importants puisqu'ils concernent l'organisation d'une famille et la transmission du travail de toute une vie. Donc, disons que si ces questions-là, on n'arrive pas à y répondre facilement, nous, on peut parfaitement vous accompagner dans le cadre d'audits patrimoniaux qu'on fait, ce qui est, en fait, l'audit patrimonial, c'est quand même un outil puissant de planification successorale qui permet de mettre en place les bons moyens pour organiser une succession à l'international et des successions de manière Parfait. générale. Merci beaucoup, Emna. Donc, vous aviez les contacts d'Emna Farad-Matos, AGN Avocat à Paris. N'hésitez pas à la contacter pour ces questions successorales. Catherine, de la même façon, j'allais dire quels sont les points de vigilance en conclusion, les principaux points de vigilance et de risque à anticiper sur le plan fiscal quand on est un non-résident, si vous voulez nous redire ça en quelques mots. Alors, quand on est non-résident au plan de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la fortune immobilière, il faut être au clair sur la possible existence d'un conflit de résidence. Et si on sent que
par exemple, le centre de vie de la famille tend à se rapprocher de la France, il peut être utile, que ce soit dans le cadre d'un audit patrimonial ou d'une étude vraiment focalisée sur cette question de la résidence, de faire le point sur le niveau de risque actuel de la famille en termes de résidence, sur les conséquences potentielles, sur les actions à mener pour sécuriser par exemple une non-résidence fiscale en France. Il est également possible, on a des clients qui souhaitent régulariser une situation fiscale en France. On accompagne aussi les clients qui souhaitent régulariser leur situation fiscale en France, anticiper la transmission patrimoniale. Donc, je pense que quand on est, pour l'avoir vécu, quand on est non-résident mais qu'on sait qu'à terme, on va vouloir revenir en France, c'est vraiment utile à un moment de se poser, de mettre les choses sur la table pour déterminer son niveau de risque actuel et pour déterminer de quelle manière on veut anticiper la transmission patrimoniale. Parfait, merci beaucoup. Donc, Catherine Renaud, avocate associée au cabinet AGN Avocat, et Emna Farah Matos, également avocate associée au cabinet AGN Avocat, pour cette explication très claire sur les conséquences sur la fiscalité et la succession à l'international. Merci à tous les internautes pour votre présence. Vous avez été nombreux, vous avez posé beaucoup de questions. Je pense que vous avez eu beaucoup d'éclaircissements. N'hésitez pas évidemment à revenir vers nos experts pour avoir des réponses plus précises concernant vos cas particuliers. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce webinaire, et je vous donne rendez-vous donc dans lepetitjournal.com avec un article dans quelques jours sur cette thématique, avec la vidéo YouTube que vous pourrez partager autour de vous. Dans quelques instants, vous aurez le lien du replay. Si vous avez raté le début, vous pourrez le revoir, ou si vous voulez le revoir, vous pourrez le revoir sans problème. Vous pourrez également le faire connaître à vos connaissances. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, c'est selon, et je vous dis à très bientôt. Merci mesdames, merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.